Donc, on se retrouve ce mardi 17 pour la deuxième partie de notre cycle de webinaire sur le photovoltaïque, avec donc pour cette deuxième partie des retours d'expérience régionaux. Donc, je remercie Eric et Sylvain pour leur intervention. Ils présenteront donc leur projet pour l'hôpital de Châlons et l'hôpital Nord-Franche-Comté. Et Romain Albisson du bureau d'études cabinet Indigo va aussi nous rejoindre, qui est donc ingénieur à Toulouse et qui est spécialisé sur justement les projets solaires photovoltaïques. L'objectif donc de cette séquence, cette séance, bonjour Romain, on te voit, c'est de partager justement des retours d'expérience, puisqu'on a vu sur le précédent webinaire, on va dire un b.a.-ba présenté par Benoît Leclerc sur le photovoltaïque, et puis le témoignage de Bertrand Cordonnier sur le soutien de l'ADEME aux études de faisabilité pour les projets d'autoconsommation. Donc, on rappellera, donc Romain nous a rejoint, bonjour Romain, sur les volets points d'actu réglementaires. Benoît, on a parlé la semaine dernière, on refera un point sur les dates d'entrée en vigueur de certains aspects réglementaires, notamment liés aux ombrières parking et aussi sur les bâtiments existants, puisque des textes ont été adoptés en Assemblée nationale jeudi dernier, donc c'est tout frais. Et puis refaire le point avec Romain aussi sur les montages de projets actuels, puisque vous verrez le projet d'Éric donc sur Châlons a déjà quelques années. C'est pas très vieux, mais entre-temps, le contexte évolue beaucoup sur les montages. Donc, Romain pourra aussi voilà, faire le parallèle avec ce qui se fait aujourd'hui, notamment sur la partie tiers investissement. Et puis, donc, la finalité de ce cycle de webinaire, c'est de vous permettre de vous doter d'une centrale solaire pour votre établissement qui soit bien adaptée à vos besoins et à vos situations. Ça, c'est notre objectif, en tout cas, à l'issue de ce webinaire, même si, effectivement, on pourra revenir plus en détail sur vos projets un peu plus tard. Donc, Eric prendra la parole en premier sur 25 minutes, 30 minutes, puis ensuite Sylvain pour présenter leurs projets, donc respectivement à Châlons, donc projet d'ombrière, donc projet réalisé, livré, mis en service, et puis l'hôpital Nord-Franche-Comté, projet plutôt central au sol et en cours d'étude. Et puis donc on fera un point avec Romain pendant le temps de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat. Votre caméra et vos micros sont coupés. Les supports seront diffusés. Pour ceux qui avaient participé au premier webinaire, vous avez peut-être vu mon message hier. Donc, généralement, je diffuse les présentations et les replays sur un Google Drive dédié. Donc, à l'issue de ce webinaire, vous recevrez pareil les documents de présentation et l'enregistrement. Voilà, je ne vais pas être plus long. Eric, je te laisse du coup partager ton écran et commencer. Donc, on va commencer le webinaire. Je vais du coup départager le mien. C'est plutôt... Oui, voilà. C'est bon C'est tout bon. C'est tout bon, très bien. Tu as la main normalement. D'accord, merci. On m'entend bien, c'est bon? Ouais. Ok, bonjour à toutes et à tous. Donc, Eric Toc, je suis le directeur des services techniques du développement durable de l'hôpital de Chalon-sur-Saône. Donc, je vais vous présenter notre projet. Sur les ombrières, donc je vais passer assez rapidement le contexte, puisque comme a dit David, le contexte a quand même changé par rapport à la semaine dernière, hein, enfin de ce qui s'est passé la semaine dernière, mais en tout cas nous quand on l'a lancé en 2017, l'étude c'était, on se disait qu'on avait quand même nous amélioré largement notre mode de consommation et de consommer une électricité plus verte et plus durable. Et aussi, on a consommé à peu près tous les espaces verts qu'on pouvait avoir, puisqu'on a des gros problèmes de place. Et on a tout passé en enrobé. L'idée, c'était aussi d'utiliser ces surfaces artificielles à autre chose que de garer simplement des voitures. Donc, l'idée a été donc de faire ces ombrières. Il y a le bon voilà. Donc, je vais déjà vous présenter un peu qui on est. Donc, on est à l'hôpital Eric, de... excuse-moi de te couper, on ne voit pas ta présentation. Si tu as lancé la slide. Écoute, je l'ai lancé, mais ça marchait jusqu'à présent, mais c'est peut-être à toi de le... Non? Parce que moi, je l'ai...
peux partager. Ben oui, c'est ce que j'avais fait, mais c'est toi qui l'avais enlevé. Tu sais, quand on a commencé, Ouais, moi je veux normalement, bien tu peux démarrer. relancer, normalement. Ouais, je relance alors. Partager à l'écran. Alors désolé, puisque partager, je pense. Voilà. Là, on voit en mode... voilà. Voilà. Très bien, Eric. Par contre, on est en mode présentateur. Je ne sais pas si tu as la possibilité de... Ah, On va pas, tu sais, la slide principale sur la slide suivante, en fait. Je sais pas ce que ouais, va comme ce que ça on je anticipe veux les dire. trucs. Alors, Ouais. alors, si je fais ça, bah, c'est bizarre puisque ça marchait tout à l'heure. C'est Si peut-être le je- double écran, Ah, justement. Je sais que ça arrive, tu sais, quand on passe là, vous êtes toujours en mode partagé. en mode présentateur, toujours avec la Ouais. slide d'après qui apparaît. Putain, ouais, alors, ouais. Partager, partager. Tu peux choisir ton deuxième écran et si jamais je peux m'en charger s'il faut. Attends, je vais faire. Tiens, il y a. Là, on Ouais, voit ton bureau. ouais, alors. Ouais, bah oui, c'est ce que je suis en train de faire, mais ça marchait tout à l'heure. Il faut que je choisisse. Il y en a un du webinaire qui vient m'aider. Hein, C'est pratique. c'est pratique. C'est juste à pousser la porte. Paramètres d'affichage. C'est pas plutôt dans la PowerPoint directement. Alors, PowerPoint là. Affichage. Et puis dans le. Bah parce que là, en fait, ça s'affiche sur mon deuxième écran. Ou alors, si j'arrête le deuxième écran, tiens, on va faire ça. Je me mets là, j'arrête mon grand écran. On fait ça. Et on fait ça. Et là, Alors là, pour l'instant, c'est un écran noir, Eric. Peut-être le temps que je se connecte. Si tu veux, autrement, je peux lancer ton intervention, mais ce sera peut-être moins pratique. j'y vois plus rien. Ça marchait tout à l'heure. Et là, ils l'ont pas là. Bah, ils l'ont pas. C'est une casquette là. Eric, si tu veux, je peux te le diffuser. Bah écoute, oui, parce que moi, je vois pas pourquoi. Oui, on va faire comme ça, et puis tu me diras quand il faut passer deux slides. Hein, Ah, là, on voit ton écran. Si tu affiches ta présentation, peut-être qu'on la verra. C'est bizarre, ouais. Ouais, c'est bizarre hein, le truc. Parce que si je le passe, paf, il le passe sur le grand écran, il veut pas. Ah, voilà. Là, on est en mode présentateur encore. Ouais, bah oui, mais le problème, c'est que je ne réussis pas à inverser. Ça peut peut-être aller quand même comme ça, David, non? Je ne sais pas. Ou il n'est pas Oh, plein écran, mais on voit quand même. c'est pas terrible. Je ne sais pas vous ce que vous pouvez voir. C'est un peu petit, ouais, à la limite, ce que je te propose, c'est de le partager. Et puis, je Paramètres ferai d'affichage. la petite main. Voilà. Ah, voilà, très bien. Merci Ah, à Hervé aussi, du coup. non, c'est Hervé, mais bon, sans être. Hein, c'est pas que je veux lui enlever. Allez, Hervé, rejoins le webinaire. Désolé. Pas de souci, Eric. Ok. C'est parti, Donc, du coup. Sylvain, si ça t'arrive, tu as un paramètre d'affichage en haut, en fait, qui propose. Et il faut basculer au cas où ça t'arrive. Donc voilà, donc j'avais parlé du contexte, donc on revient, bon, pas là-dessus, hein, c'est ce que j'ai dit, ça a changé quand même cette dernière semaine. Un truc que les médecins aiment bien, c'est que j'ai parlé d'un dôme d'Hippocrate, c'est en premier ne pas nuire, et ça fait partie, ben, quand on présente ça en CME ou en directoire, ils aiment bien qu'on parle d'Hippocrate. Donc je vous présente rapidement notre établissement. Donc, on est situé à Chalon-sur-Saône. Donc, c'est un bâtiment récent qui a été construit, enfin emménagé en 2011, construit à partir de 2008. Donc, c'est un bâtiment, c'est un rectangle de 200 par 100 sur 5 niveaux. Et on a 540 lits et places.
avec à peu près 2400 salariés et près de 300 médecins. On a un budget de 220 millions d'euros. C'est le site support du groupement hospitalier Nord-Saône-et-Loire-Morvan, et on est aussi site support d'une direction commune qui couvre la moitié nord du département de Saône-et-Loire, et on a à peu près à s'occuper de près de 2100 lits, enfin un peu plus de 2100 lits qui correspondent aux hôpitaux de proximité, hôpitaux locaux et EHPAD publics. Donc, on a sur ce qui nous concerne le plus là pour aujourd'hui, c'est nos consommations. Donc, on consomme pour cet établissement de Châlons environ 11 gigawattheures d'élec, 6700 mégawattheures de chaleur, et à peu près, quand ça va bien, 75 000 mètres cubes d'eau pour annuel. Alors, notre projet, donc les objectifs qu'on s'était fixés, c'était, je vous en ai parlé dès le début, de produire de l'énergie renouvelable et avoir une politique de développement durable visible et qui fédère nos équipes, et aussi d'utiliser cette surface artificialisée pour amener un peu plus de vertu sur l'utilisation de ces surfaces que de garer des voitures. Donc ça permet aussi de rendre, ça a permis, on pense, rendre le CH plus attractif, que ce soit par le fait que on dise c'est quand même un établissement qui est moderne, hein, qui utilise les dernières technologies, même si maintenant c'est un peu plus obsolète, mais en 2017-2018, l'idée était là, et de le rendre attractif aussi, et en particulier les zones de stationnement, puisqu'en fait, c'est les zones de stationnement qui sont derrière l'établissement et qui ne sont évidemment pas les plus prisées, puisque tout le monde voudrait se garer devant l'établissement pour accéder directement à l'entrée principale visiteur. Donc, l'attractivité, elle est sur différents domaines. Et puis aussi, participer au développement des énergies renouvelables dans le département et dans la région qui était la région Bourgogne à ce moment-là. Et maintenant, voilà. Donc, on a travaillé en 2017 sur le projet. On a passé un marché en 2018. Et c'est Total Quadrant qui s'appelle, alors Total et Quadrant qui était un bureau d'études et qui a été racheté par Total, et l'ensemble s'appelle Total Énergie maintenant, donc a été retenu sur ce marché. Donc c'était fin 2018. Donc c'est un marché en concession, c'est-à-dire que c'est Total, on met à disposition des zones de parking où ils ont mis leurs pieux, hein, et dessus, ils ont leurs pieux et leurs poteaux. Et dessus, ils ont construit des ombrières, donc on leur met à disposition la zone, mais en hauteur et un petit peu au sol, sur 20 ans. Donc ça veut dire que pendant 20 ans, Total Énergie va exploiter les ombrières qu'ils ont installées. Et au bout de 20 ans, l'établissement sera propriétaire de l'installation. Voilà. Donc, ça couvre à peu près 8500 mètres carrés de nos parkings, et ça couvre 650 places. Donc, sur la photo satellite, on voit donc toute la zone couverte. Notre établissement est ici. Ici, on a le bâtiment énergie. Ce qu'on appelle, c'est là où on reçoit toutes les énergies, que ce soit la chaleur, la haute tension et tout. Et en fait, donc on a, quand ils ont fait l'installation, on a un local transfo qui transforme en haute tension notre électricité, qui part vers le bâtiment énergie, voilà, où une cellule a été installée spécifiquement pour ça. Donc, à l'origine, la modélisation, quand le projet a été étudié, annonçait une production environ de 2 gigawattheures par an, ce qui correspond à peu près, comme on consomme aux alentours de 11, ça correspondait à peu près à 18% de notre conso. Donc, c'est de l'autoconsommation, c'est-à-dire qu'eux ne se sont pas raccordés sur le réseau. On consomme la totalité de ce qui est produit par les ombrières. Il n'y a que quand on fait nos essais groupes ou quand on a une coupure du réseau Enedis, qu'à ce moment-là, les groupes électrogènes, dès que les groupes électrogènes se mettent
en service, automatiquement, on arrête l'alimentation du réseau des ombrières. Voilà, donc c'est un système enfin voilà, donc on transforme, les panneaux transforment, créent de l'électricité. Les onduleurs sont là pour transformer l'électricité qui est en continu en alternatif. Et en fait, on compte la production puisque ce n'est pas Total Energy qui nous vend directement l'électricité qu'on consomme, ils n'ont pas le droit de le faire. Comme c'est des privés, ils n'ont pas le droit, on est obligé de passer par un concessionnaire. Donc le concessionnaire, en fait, qui nous revend l'électricité, nous fait payer l'électricité sur le contrat qu'on a habituellement. Hein. Donc c'est pour nous, sur Châlons, c'est EDF Collectivité. Donc EDF Collectivité nous fait payer ce qu'on consomme évidemment par le réseau encore, et aussi ce qu'on consomme par le biais des panneaux solaires. Et après, c'est Total Energy qui a aussi Direct Energy, qui a racheté Direct Energy, en fait, qui s'arrange avec EDF pour la facturation de ce qui a été produit. Voilà. Si je ne suis pas assez clair, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, je pense que c'est après, David, et puis j'y répondrai évidemment. Voilà, donc après, donc le permis de construire a été accepté en mai 2019. Donc la date est importante parce que, en fait, le projet a été passé dans les commissions de la CRE, la commission de régulation des énergies, et il fallait déposer le dossier le 3 juin au plus tard pour pouvoir bénéficier du complément de financement que propose la CRE. Ou que proposait à cette époque la CRE pour ce genre de projet photovoltaïque. Et puisqu'il fallait déposer ce dossier le 3 juin avec un permis de construire validé, d'où ça a été quand même un petit challenge puisque l'entreprise a été désignée fin 2018 et entre fin 2018 et 2019, il a fallu tout étudier, déposer le permis accepté pour pouvoir déposer ce dossier de demande d'aide de financement. Donc, ce qui a été obtenu, on a obtenu, la CRE a donné son accord en septembre 2019. Bon, après, il est arrivé, ce qu'on sait tous, le problème du Covid, donc ça a un peu repoussé les échéances, puisque les travaux auraient dû être faits en 2020 et on les a évidemment reportés en 2021. Donc, les travaux ont démarré tout début d'année 2021 pour une mise en service le 6 août 2021. Donc maintenant, on a quand même un recul sur un an de consommation et c'est là où on voit les chiffres en rouge, puisqu'en fait, ce que j'ai mis, c'est réellement ce qui s'est passé. Donc en fait, on a certainement eu beau temps, ça c'est sûr, mais c'est surtout aussi que l'installation telle qu'elle a été faite et avec le type de panneau qui a été fait, donc, c'est des panneaux SunPower qui ont été construits à Toulouse avec des composants asiatiques, bien sûr, mais au moins, on a aussi des panneaux de qualité, ce qui est important, je pense, pour avoir une bonne production d'électricité après. Et là, voilà, donc la modélisation nous donnait les 2000 MWh et en fait, on est passé à 2300 et on couvre pratiquement 21% de notre consommation annuelle vérifiée. On n'est plus sur de la modélisation, quoi. Voilà, alors le montage financier, ce projet-là a coûté 2,3 millions. Il faut voir que dedans, je l'ai remis le détail, c'est en fait ce qui coûte le plus cher, c'est la structure. Puisque c'est une structure quand même qui doit résister au vent fort, etc. Donc il y a tout le contreventement, il faut faire des fondations. Enfin, la structure coûte très cher. Et les panneaux photovoltaïques, en fait, ne coûtent que 30%. C'est déjà beaucoup, mais des 2,3 millions. Donc je ne sais pas, Sylvain, tu nous diras après ce que ça coûte une centrale au sol, mais on n'est pas sur ces rapports-là. La structure est quand même beaucoup moins chère. Et puis après, c'est tout le système électrique, transformateur, onduleur. Voilà, donc 2,3 millions investis complètement par Total Energy. Donc, pour financer ça, Total Energy, déjà des fonds propres. Hein, on sait que c'est, enfin propre est peut-être même pas le mot, mais voilà, ils ont des fonds. Et il y a quand même une partie de l'emprunt qui a été fait avec un financement participatif. Donc, c'est-à-dire que sur les 2,3 millions, ils avaient 250 000 euros en financement en mode obligation. C'est un système d'obligation en fait où sur 4 ans, ceux qui ont financé une partie
de l'emprunt vont toucher 5% en fait de la somme investie, et au bout de 4 ans, la somme est rendue. Donc, ce n'est pas inintéressant, hein, puisque à cette époque, le livret devait être à 0,25 ou voire 0,5 au maxi. Et là, on a de l'argent sûr, à moins que Total Energy dépose complètement le bilan. Voilà. Donc, l'emprunt a été lancé en 2021. Donc, il avait été ouvert aux salariés de l'établissement, c'est-à-dire que la totalité de la somme avait été ouverte aux salariés de l'établissement, sachant que l'établissement, on a eu à peu près 60 000 euros d'investis de la part des salariés. Le deuxième mois, on l'a ouvert au Grand Chalon. Aux habitants du Grand Chalon, il y a eu à peu près 60-70 000 euros qui ont été de nouveau investis. Et la somme restante, en fait, au bout du 3e mois, a été ouverte aux départements limitrophes. Et là, c'est parti en un quart d'heure, puisqu'il y en a qui comprennent que c'est un investissement qui pose aucun problème et qui est assez rentable. On peut dire aussi qu'ils avaient quand même une idée de financer des énergies vertes, pardon, ou autres, mais bon, c'est plutôt des spéculateurs qui peuvent plus ou moins profiter de cette opportunité. Voilà, donc en financement, donc ça c'est la méthode d'emprunt. Nous, le concessionnaire, donc Total Energy nous verse un loyer qui est assez symbolique, et on verra que c'est pas là où l'établissement gagne le plus d'argent. Donc puisque c'est 2200 euros, donc c'est pas par an. Donc, c'est vraiment pas énorme. Et il y a aussi toutes les taxes qui sont reversées aux collectivités locales et qui représentent à peu près 18 000 euros par an. Que ce soit, il y en a qui sont à la ville, il y en a au département, il y a à peu près 18 000 euros de taxes. Je n'ai pas le détail là, mais je peux vous le donner si vous le souhaitez. Bon, enfin, ce n'est pas ce qui nous intéresse nous directement, puisque ce qui nous intéresse, c'est ce que ça nous rapporte à l'établissement. Donc, toutes les sommes investies, en fait, le montage de la Creux, je vous ai fait le petit dessin à côté. En fait, c'est la Creux s'est engagée à payer. Alors, c'est un peu ridicule maintenant quand on voit le coût du mégawattheure, mais à ce moment-là, on partait du principe que le coût moyen du mégawattheure était aux alentours de 50 euros, et la Creuse s'engageait à payer 83,50 euros. C'était ce qui avait été demandé, sachant qu'en fait, c'est ce que nous avait dit Total Energy. Et j'ai après qu'ils savaient que ce projet allait plus ou moins sortir, puisque la Creux voulait aussi développer du photovoltaïque dans des départements qui n'étaient pas au sud de la France. Donc, ils ont plutôt demandé aux alentours de 93 euros. Donc, ce qui veut dire que si le marché, et ça, c'est un engagement sur 20 ans, donc ça veut dire que si le marché de l'électricité s'était écrasé et était à 30 euros, eux avaient quand même toujours l'assurance d'avoir les 93 euros demandés du mégawattheure, ce qui fait qu'ils ont une assurance de rentabilité sur les 2,3 millions qu'ils avaient investis pour le projet. Maintenant, on sait très bien qu'on n'est plus du tout dans... Donc, ça veut dire que le surplus, la Creux n'a plus à le payer, puisqu'ils revendent l'électricité suivant. Alors, ça peut être baissé, mais c'est monté à 500 euros. Voilà. Donc, c'était quand même assez... voilà. Mais à cette époque, c'était comme ça. Maintenant, ça peut sembler un peu ridicule, et je ne sais pas ce que peut proposer la Creux maintenant sur ce genre d'investissement. Nous, alors, qu'est-ce qu'on gagne? Nous, ce qu'on gagne, c'est surtout sur le TURP, et puis on verra un petit peu plus loin sur des options qui ont été associées à ce projet. Alors, le TURP, c'est le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité, c'est-à-dire qu'étant donné que toute l'électricité qu'on utilise, qui vient des ombrières, en fait, ne passe pas par le réseau Enedis. Donc, cette taxe que met le réseau, qui représente à peu près 25%, je crois. Du coup, et nous, ça nous fait gagner à peu près 40 000 euros par an. Donc voilà, donc nous, notre gain, une bonne partie du gain est là-dessus. Je vous ai fait le tableau de calcul sur 30 ans. En fait, donc les 20 premières années, on gagne à peu près 1 million d'euros. Donc, on retrouve la TURP, le TURP, pardon, le loyer dont je vous parlais, qui est assez symbolique. Et puis après, il y a quand même, on a profité aussi de mettre des ombrières, puisqu'il fallait enlever tous les candélabres.
on a profité pour mettre, enfin, Total Energy, à notre demande, a mis un système d'éclairage intelligent où, au lieu d'avoir des candélabres allumés tout le temps, et notre direction nous impose que les parkings soient en permanence éclairés avec les mouvements de personnel de la nuit et le jour, on a un système d'éclairage adaptatif en fait avec des LED et qui divise plus notre consommation au moins par 2. Donc voilà, donc on gagne quand même, on a gagné au moins la moitié de ce que nous coûtait l'éclairage extérieur. On n'a plus de maintenance à faire aussi, ce qui nous coûtait quand même une location de nacelle tous les ans, etc. Donc c'est ces gains qu'on retrouve. Et puis des gains très ponctuels, c'est-à-dire que dans le projet, on avait prévu d'installer des bornes électriques pour l'équivalent de 30 000 €, et en fait, c'est Total Energy qui nous les a financés. Et puis aussi un autre gain qui est aussi très ponctuel, quand on a étudié le projet en 2017, on était en train de finir la dernière extension de l'établissement. Et les PLU nous imposent de mettre un arbre toutes les 4 places de parking, le PLU de Châlons, mais vous devez avoir sensiblement la même chose, je pense, dans vos établissements. Et donc, ça nous a évité de mettre les arbres, puisque les arbres, en fait, il faut les enlever pour mettre les ombrières. Alors, on peut dire que ce n'est pas très développement durable d'enlever les arbres, mais il faut savoir que les arbres qui ont été enlevés ont été replantés dans un établissement du GHT. Donc voilà, alors, ils n'ont pas tous repris évidemment, mais la majorité des arbres ont quand même continué à vivre et n'ont pas été débités en copeaux. Voilà, il faut savoir aussi que les candélabres qu'on a enlevés pour mettre les ombrières ont été donnés en grande partie à la ville de Châlons, puisqu'ils ont des candélabres autour de l'établissement et sur d'autres parkings qui sont équivalents aux nôtres. Donc, ça leur permet d'avoir des candélabres gratuitement. Voilà, donc, alors la notion de rentabilité, ce que nous avait présenté Total Energy au moment où on avait fait le marché, ils avaient une rentabilité à peu près au bout de 12 ans. Lors de 1,3 million avec le financement de la Creuse, c'était 12 ans. Et en fait, si on regarde le prix de l'énergie, on descend à 3 ans, voire peut-être même moins, je ne sais pas, Sylvain, tu nous diras, actuellement, étant donné ce qu'on paye sur le coût de l'électricité. Voilà. Et pour nous, c'est évidemment immédiat, puisqu'on n'a strictement rien payé. On a passé évidemment un peu de temps home, mais c'est le seul investissement. Ça prend quand même beaucoup de temps, mais c'est le seul investissement qu'on a eu à faire au niveau de l'établissement. Alors, au niveau des inconvénients des ombrières, ce qu'on a pu noter, c'est que on va parler déjà de la partie négative. Donc, les stationnements sont moins visibles puisque il y a des poteaux, il y a le local transfo, etc. Donc, on avait déjà du mal à ce que les gens aillent au fond. Ils y vont un peu moins naturellement. Alors, à l'origine, et ce qui serait bien de penser quand vous faites le projet, c'est d'intégrer directement un système de comptage des places. Moi, j'ai essayé de le mettre, mais c'est quand même une technologie qui coûte à peu près, pour nous, nos 650 places, on l'a chiffré, c'était aux alentours de 100 000 €, donc Total Energy n'était pas prêt à l'investir. Mais à la limite, si on l'intègre directement dans le projet, ce n'est pas idiot, puisque voilà, ça fait un global et ça permet vraiment de dire vous avez tant de places de libre là-bas, et pour inciter les gens à bien aller chercher des places là où elles ne sont pas visibles, quoi. Donc, après, il y a la notion qui n'est pas vraiment encore vertueuse, celle évidemment de fabriquer et de recycler les panneaux. Il faut savoir que les panneaux recyclés qu'on a ici, en recyclage, il y a 97% qui est recyclable, puisqu'il y a un système de recyclage des panneaux photovoltaïques, et là, il reste 3%. Alors, d'ici à ce qu'ils soient enlevés, évidemment, on aura peut-être dans 20 ans, enfin 19 ans maintenant, il y aura certainement de quoi retrouver comment recycler les 3 derniers pourcents qui correspondent à une pellicule plastique qui se trouve sur les panneaux, et ça, ils ne savent pas encore la recycler. Et puis, nous, dans surveillance vidéo, on n'a pas voulu réinvestir sur l'existant, mais inévitablement, nos caméras sont en grand angle et couvraient toutes les zones. Et là, avec les poteaux, etc., on a un peu plus de mal à voir quand il y a certaines incivilités.
Alors, les avantages, évidemment, j'en ai mis plus. Donc, bon, on les a vus. C'est la production, on est à 2 giga 3, ce qui est quand même, ce qui équivaut à la conso de 470 foyers. Alors, le gain en CO2, au début, moi, j'avais mis 137 tonnes. Si on refait des calculs, on est plutôt à 56. Il y en a qui vous diront que ça consomme plus. Enfin, je veux dire, le bilan est plus négatif que positif, donc c'est beaucoup plus positif. Nous, on reste sur notre affichage à 56 tonnes. Mais bon, surface artificialisée, je vous en ai déjà parlé. La protection des véhicules, ce qui est quand même très intéressant, puisque en particulier, les étés quand même commencent à être pas mal chauds. Et la voiture, elle fait 25 degrés. Et même l'hiver, ça évite d'avoir du gel sur les voitures. Donc, c'est intéressant, évidemment, l'été, et ça, on en a tous conscience. Mais c'est aussi intéressant pour se protéger du froid, évidemment, de la pluie aussi. Donc, des intempéries en général. Donc, l'attractivité, ça, j'en ai parlé, des zones de stationnement. Le gain, on en a parlé. Il faut reconnaître que c'est un bon outil de communication, pardon. Et on a obtenu avec ce projet-là le trophée Santé Achat 2021. Donc, c'est un trophée qui est géré par le RESA, en fait, un trophée national. Et moi, j'avais présenté le dossier, puisque ça ne nous coûte rien et quelque part, ça rapporte. Et ça a quand même une belle... une belle action sur le développement durable. Donc, on a eu ce trophée. Et il y a aussi un impact positif sur la biodiversité, un sujet que je ne vous ai pas évoqué, mais on a profité d'avoir ces poteaux pour installer des nichoirs. C'est-à-dire qu'avant, on s'est installé, nous, sur une zone qui était un terrain vague, en fait, voire même un bout d'ancienne décharge. Et donc, il y avait une biodiversité qu'on a évidemment complètement mise à mal. Et derrière, le fait de mettre des nichoirs, donc il y a une trentaine de nichoirs qui ont été installés sur les poteaux, je vais vous les montrer un petit peu plus tard, et qui ont fait que les oiseaux, les chauves-souris et les insectes sont revenus autour de l'établissement. Donc voilà, ça c'est juste avant l'ouverture, donc il y a un petit peu plus d'1 an, vu de notre toit, et maintenant vu en exploitation, donc nos ombrières. J'avais demandé à ce qu'on ait esthétiquement, qu'on n'ait pas une impression trop industrielle et tout, donc c'est pour ça qu'on a mis du bois sur les poteaux. Et sur ces bois de poteaux, on a rajouté, on voit ici, tous les nichoirs dont je vous parlais. Alors, il faut savoir que c'était la première année que ces nichoirs servaient, et on a quand même eu 85% des nichoirs qui ont été utilisés alors c'est des nichoirs spécifiques. Là, on le voit, ça c'est un nichoir à rouge-queue. On a aussi des nichoirs à mésange. Les moineaux qui, eux, aiment bien vivre en HLM. Donc, en fait, c'est des nichoirs superposés. Ils aiment bien vivre en collectivité. On a un gros hôtel à insectes aussi. Et ce qui est intéressant avec ces nichoirs, c'est qu'on est entouré d'écoles, en particulier écoles maternelles et écoles primaires, et on a un écologue qui vient, alors là, c'est plutôt des adultes, c'était les profs, mais ou des instituts, qui vient faire une journée pédagogique où on a emmené nos enfants qui étaient en pédiatrie, enfin ceux évidemment qui pouvaient se déplacer. Et puis, on a proposé aux écoles maternelles et primaires qui sont juste à côté d'emmener des groupes d'enfants, ce qui a été fait. Et en fait, l'écologue vient avec des caméras voir dans les nichoirs les mamans couvées, les nids, ce qui a été fait, enfin, etc. Donc, la vie dans ces nichoirs, et ça a très bien marché. Et ça, c'est les bornes que je vous disais qui ont été financées par Total Energy. Donc, c'est les 6 bornes qui peuvent recharger 12 voitures. Voilà, donc le bilan sur ce projet, donc sur les 3 volets du développement durable, le pilier social et sociétal, ce n'est pas le plus développé, mais on a eu quand même beaucoup de contacts avec le Grand Chalon. Il a fallu, et ça c'est important à voir, mais je pense que maintenant c'est rentré dans l'air du temps, mais nous, quand on a commencé à travailler sur le projet, comme je vous ai dit tout à l'heure, le PLU nous imposait d'avoir un arbre toutes les 4 places. Donc, le fait d'enlever les arbres, il fallait qu'on ait l'accord du PLU, parce que sinon, notre permis de construire aurait été refusé. Donc, il a fallu qu'on travaille déjà avec le Grand Chalon
avec l'urbanisme pour qu'ils modifient leur PLU pour qu'on puisse couper les arbres. Et ils ont mis une clause dans le PLU qui dit si c'est pour des ombrières photovoltaïques, à ce moment-là, vous n'avez pas ces obligations-là. Donc, c'est au moins les seuls contacts qu'on a eus. Ils ont été… ça commençait quand même à clore, même dans nos départements. Et voilà, donc c'était quand même un des contacts et ils ont très bien réagi par rapport à ça. Il faut penser à ce que les PLU soient adaptés au permis de construire. Il y aura peut-être dans certains de vos villes, mais bon, enfin, normalement, dans les révisions, ils y pensent maintenant. Nous, à cette époque, je dirais, c'est pas si vieux, mais c'est quand même il y a 3 ans, c'est nous qui avons fait modifier le PLU pour ça. Bon, le pilier économique, on en a parlé, hein, vous avez vu… je vous ai détaillé très rapidement les gains qu'on pouvait avoir. Et à 30 ans, en fait, j'ai aussi calculé qu'est-ce que ça nous coûterait en disant, on a vu, hein, les panneaux présentent à peu près 30% du coût. Donc, de dire, je récupère la structure et puis je mets des panneaux beaucoup plus performants quand je suis propriétaire de l'installation et voilà, donc on multiplie à ce moment-là, si on part d'une hypothèse qui est ce qu'elle est, mais qui dit que les panneaux valent 2 fois moins cher qu'actuellement et produiront 2 fois plus dans 20 ans, ça amène à doubler à peu près le gain qu'on aura au bout de 30 ans. Ce n'est pas immédiat, évidemment. Et pour le pilier écologique, je vous en ai parlé, c'est les nichoirs. Avec quand même 85%, et ça, ça veut quand même dire qu'on a au moins réussi à ramener toute cette biodiversité, enfin une partie de cette biodiversité qui avait disparu, et le gain, je vous ai dit, au niveau carbone. Voilà, donc en conclusion, il ne faut pas hésiter à lancer un projet photovoltaïque, mais là, c'est assez aussi, par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est une évidence. Alors que moi, quand je l'avais présenté, il y a déjà plusieurs années maintenant aussi, voire plusieurs mois, même au département, c'était encore à l'initiative des uns et des autres. Il faut voir là dans la carte de France, ça c'est une carte de l'ADEME, en fait, qui dit là où on a le plus de gisements, pour faire du photovoltaïque. Alors, pas particulièrement des ombrières, parce que les ombrières, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus cher que du photovoltaïque au sol, mais on voit que toute notre région, là, il y a beaucoup, donc la Saône-et-Loire est à peu près au milieu du département, mais on a toutes les zones de Franche-Comté quand même qui pour l'ADEME, sont des super zones pour… je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Qui sont des super zones pour les projets photovoltaïques. Alors, c'est une carte qui date de 2019. Je n'en ai pas retrouvé d'autres, peut-être qu'il y en a une autre, mais enfin, à cette époque, c'était quand même la Saône-et-Loire n'était pas si mal placée. Et contrairement à ce qu'on peut penser, dans le sud de la France, ils considèrent qu'il n'y a pas tant de possibilités que ça. Et dedans, ils prennent quand même, dans leur calcul des disponibilités, ils prennent quand même les zones où on peut retrouver, on le voit sur l'est de la France, par exemple, tout ce qui est sidérurgie ou autre et usines désaffectées. Et à ce moment-là, sur des zones qui sont polluées, on installe au moins quelque chose d'un peu plus vertueux, quoi. Voilà, donc ne pas hésiter à le faire. Suivre là, ça c'est une évidence. La communication, c'est très important parce que, en fait, l'impact est énorme. On ne s'en rendait pas compte au début, mais il y a un énorme impact au niveau communication, que ce soit en interne, en externe, que ce soit vis-à-vis de l'entreprise et du Grand Chalon, de l'ADEME, etc. Donc, ça a vraiment été un projet qui a intéressé beaucoup de gens. Au niveau financier, le ROI était immédiat, évidemment. Et le gain financier, je vous l'ai montré, il est indéniable. Et puis, pour ceux qui ont une fibre un petit peu plus écologique, où voilà, on produit de l'énergie renouvelable, c'est une action citoyenne vertueuse, et puis que les parties prenantes apprécient, et ça, c'est quand même pas mal. Et puis, on participe au TEPOS et au PCAT. C'est le territoire à l'énergie positive, et le PCAT, je l'ai noté parce que je ne m'en souviens jamais, c'est le programme Action Air Énergie du territoire. Voilà, donc c'est tous ces projets qui sont locaux ou régionaux, on y participe directement.
Voilà, et donc, alors j'ai mis cette phrase-là, mais qui maintenant, un établissement de santé qui a des grandes surfaces artificialisées, minimum, enfin santé ou médico-sociaux, hein, évidemment, au minimum 300 places, et ça, c'est ce que m'avait dit Total Energy, puisque je vous ai montré au début de la présentation que on s'occupait aussi des sites des hôpitaux de Monceau et d'Autun. Et en fait, quand j'ai voulu faire une étude, ils m'ont dit non, non, on n'a pas assez de place, nous, ça ne nous intéresse pas. Bon, depuis, il y a eu cette demande justement qu'à 80 places, il fallait commencer à s'en occuper. Donc, cette phrase, elle reste un peu obsolète depuis la semaine dernière. Voilà, après nos actions à court terme, je crois que j'ai un peu dépassé mon temps, donc je vais vous le passer. Et voilà, j'ai fini ma présentation. Merci Eric, ouais, très bien, et bravo pour ce projet. On pourra revenir donc après sur le temps de questions-réponses, il y a des demandes sur le financement participatif notamment, Oui, enfin voilà, bien sûr. un Oui. cube d'eau. Je laisse la parole à Sylvain, tu peux donc partager ton écran, et puis on reviendra aussi avec Romain sur justement ces nouveautés réglementaires 2023, s'il y a des questions sur ce sujet-là, en tout cas Romain pourrait y répondre, puisque les choses ont quand même pas mal bougé effectivement. Sylvain, c'est tout bon, on voit bien ta présentation. Ok, parfait. Euh, Bonjour à tous, donc Sylvain Gab, moi, je suis directeur des services techniques et de la sécurité, pas du développement durable à l'hôpital Nord-Franche-Comté. Donc on se situe un peu à cheval entre le territoire de Belfort, le Doubs et puis le nord du Doubs et puis la Haute-Saône, pas très loin de la frontière suisse non plus. Donc nous à peu près la même taille d'établissement que Châlons. Et la CNFC, l'hôpital Nord-Franche-Comté, c'est à peu près 3000 agences, 400 médecins et puis un patrimoine de 130 000 m². Avec le GHT, on est sur 180 000 m² de surface de patrimoine. Donc, en 2017, on a vu le jour d'un nouvel hôpital à Trévenans, une petite commune dans le territoire de Belfort, qui est en fait la fusion des anciens sites de Belfort et Montbéliard, avec un bâtiment principal de médecine chirurgie obstétrique de 80 000 m², et puis aussi un pôle logistique à proximité, mais là qui est en partenariat public-privé avec Vinci, qui a porté l'investissement, qui a construit et qui maintient pendant 25 ans. Nous, le nouveau site de Trévenans a vu le jour en plein milieu de la campagne, on est vraiment là en pleine campagne, pas très loin d'une nouvelle gare TGV qui a ouvert en 2011, à proximité à 1 km de l'autoroute A36 et puis d'une route nationale qui va de la Suisse direction la Haute-Saône. Voilà, on est vraiment à la croisée de plusieurs chemins. On s'est intéressé au sujet, les premières pistes de réflexion, ça remonte à fin 2019 quand une société, Fidel Denji, nous a contactés pour nous intéresser au sujet. On était parti sur des premières réflexions, aussi un peu comme à Châlons, pour installer des ombrières solaires sous les parkings avec tous les avantages qu'a expliqué Eric. Et puis, on s'est dit qu'on avait peut-être une autre opportunité parce qu'on a à peu près 1500 places de parking extérieur, donc on a des surfaces de parking aussi intéressantes. Mais on a aussi un peu de réserve foncière par ailleurs. Sur les 42 hectares, on a à peu près 4-5 hectares de prairies, donc une prairie qui est légèrement exposée sud, à peu près 2 hectares. Et on s'est dit qu'avec mon collègue Ludovic Levray, qui est responsable de la partie électricité, qu'on avait probablement une opportunité intéressante pour porter un projet nous-mêmes, sans passer par un investisseur. Donc ça, c'est simplement la situation du nouvel hôpital, ici principal avec le pôle logistique adossé, une route départementale, une autoroute, l'autoroute A36 qui ne passe pas très loin et la gare TGV qui a 2 km à vol d'oiseau. Le bâtiment, c'est le même architecte qui a conçu Châlons et l'hôpital Nord-Franche-Comté. C'est aussi un ensemble monolithique qui fait à peu près 250 mètres de long, 100 mètres de large sur 3 niveaux. Enfin 4 niveaux. Et donc, on avait cette opportunité sur la partie sud du terrain. On a un terrain qui est disponible avec un dévers légèrement sud.
juste à côté d'une crèche aussi qui est en contrebas du site principal. Et donc là, l'idée, c'était de lancer un projet à des fins d'autoconsommation. L'idée, c'est tout ce qu'on produit, on le consomme. Et on est à peu près sur une emprise d'1,5 hectare. Donc, on aura à déboiser légèrement cette partie-là, qui n'est pas en zone classée. La partie arrière, là, par contre, on a un espace boisé qui est à préserver, qui est protégé, donc ça, on ne peut pas y toucher. En tout cas, toute cette partie, enfin, le projet s'inscrirait dans cette partie-là avec une exposition sud intéressante. Donc, au total, c'est à peu près 3700 modules. On sera sur une surface à peu près de 3000 m² de panneaux solaires purs. Et donc, l'idée aussi, enfin, je l'expose aussi à la fin, c'est que nous, on a lancé une étude d'impact sur la faune, la flore en 2021, début 2021. Bon, il faut quasiment, pour l'étude d'impact, elle nous a pris environ une année, avec des recommandations à respecter, notamment, on ne pourra pas attaquer les travaux avant la période d'été, le milieu de l'été, pour justement respecter au maximum tout le cycle de la floraison. Et puis après, nous, l'idée aussi, c'est de faire de faire un projet qui impactera le moins possible l'environnement. Donc, on fera juste en périphérie un chemin en terre-pierre. Tout le restant sera préservé en espace vert. Et puis l'idée, c'est de clore le site et puis de faire un entretien avec des ovins. Et puis, ça peut amener aussi une petite animation sympathique par rapport aux enfants de la crèche. On a des talus aussi. On a globalement un terrain on est sur une colline, donc l'entrée principale qui est au rez-de-chaussée, mais les urgences au niveau plus 2 à l'arrière du bâtiment principal. On a assez fort déclivité avec des talus autour de la crèche aussi importants. Et donc, l'idée aussi intéressante serait de maintenir à la fois les espaces verts sous le champ solaire et puis les talus par des ovins. Alors, là aussi, ce qui est aussi intéressant dans une structure au sol, c'est que, Eric l'a expliqué tout à l'heure, c'est qu'on minimise un petit peu l'investissement sur la partie charpente métallique, un support de table, parce que forcément, quand on est au-dessus de parking, il y a des effets de contreventement, on est sur des massifs, des fondations un peu plus importantes. Là, on allège un peu plus la structure, on est sur une structure métallique un peu plus optimisée, quoi. Donc, on a engagé une étude de sol qui nous a permis de conforter le système de fondation. On serait sur des fondations légères, on n'a pas besoin de faire de pieux, ce qui n'est pas le cas, par exemple, je l'évoque de Stellantis, puisqu'on n'est pas très loin de l'usine Peugeot ici, où il y a un très, très gros projet qui s'est monté sur les parkings qui stockent les voitures, où là, ils ont été obligés, c'était sur les anciennes zones un peu de remblai, où là, ils ont été obligés de réaliser des fondations par pieux. Donc là, on a un terrain plutôt favorable avec une bonne portance, donc pas de mauvaise surprise, en tout cas sur le sol, la portance du sol. Donc nous, l'objectif, comme je l'ai expliqué, c'est de tout consommer. Là, on est sur un ratio à peu près, on serait sur 12%, ça représenterait à peu près 12% de tous nos besoins en électricité pour le site de Trévenans. Alors, le site principal, médecine, chirurgie obstétrique, pour l'instant, les besoins du pôle logistique ne sont pas couverts parce que c'est une autre entité juridique, puisque on est locataire du bâtiment qui a été mis à disposition et construit par Vinci, mais on a aussi des réflexions en cours pour éventuellement avancer avec Vinci sur la partie pôle logistique. Donc, alors ça, c'est les chiffres. Alors, on s'est fait accompagner d'un bureau d'études, Texol, dans une consultation, on a retenu Texol là, qui nous accompagne aussi dans le projet, qui a travaillé pour nous sur les études de faisabilité. Sachez aussi que vous devez déjà le savoir que les études de faisabilité sont financées à 50%, donc c'est quand même intéressant. Et donc, ça, c'était des données de consommation. On était à peu près sur une consommation de 14 millions kilowattheures. Ça, c'était des données 2020. Et puis, depuis 1 ou 2 ans, on est quand même dans des actions un petit peu de performance énergétique. On a quand même déjà réduit significativement nos consommations. Donc, ce taux
le taux de 11% sera peut-être un peu plus favorable. Peut-être qu'on a que Texol était pessimiste, et quand je vois les résultats obtenus par Chalon, on espère faire mieux que 12%, que les 11%. Ça serait l'impact budgétaire alors escompté. Donc, on espère, là, on va lancer la consultation aux entreprises. C'est une question de jours, hein, tout est prêt. On a lancé le permis de construire il y a à peu près un mois. Et donc là, on est sur des valeurs, donc le bénéfice financier à horizon 2024. On espère que ça sera fonctionnel fin 2023. Comme la plupart des établissements, on explose nos budgets à partir de cette année. Nous, c'est 220% d'augmentation entre 2023 et 2020. Mais en tout cas, en valeur en euros à l'échelle 2024, on est à peu près sur une économie annuelle de 300 000 euros sur une facture électrique pour le site principal estimé en 2024 à hauteur de 2 800 000 euros. L'investissement, on est sur un coût d'investissement à peu près d'1 400 000 euros hors taxe. Bon, alors ça inclut pas les frais de maîtrise d'œuvre, il n'y a pas l'étude d'impact qui est dedans. Il y a aussi, on prend un bureau de contrôle, hein, on aura un coordonnateur sécurité. Enfin, non, on a quelques prestations intellectuelles à prévoir. La partie, on va déboiser un tout petit peu aussi une partie aux abords immédiats, la zone qui n'est pas classée. Donc là, on va investir à peu près 10 000 euros aussi pour déboiser cette partie-là. En gros, on va arrondir à peu près l'investissement à 2 millions. Bon, vous voyez tout de suite, hein, 2 millions d'euros d'investissement, 300 000 euros à peu près d'économie de charges annuelles. Vous voyez l'intérêt du projet. Ça, c'est la vanne. Ça se traduit un peu ce que je viens de dire. Donc, très rapidement, on a un retour sur investissement qui se situe vers la 6e année. Et après, forcément, tout ça, c'est que du bénéfice sur le long terme. Donc, le planning de l'opération, les premières études de réflexion, c'est fin 2019, début 2020. L'étude d'impact sur la faune, la flore, c'est quasiment une année, hein, parce qu'il faut observer les cycles de la nature. Le permis construire est en cours. On espère avoir une autorisation probablement, je pense, d'ici la fin du printemps. La consultation d'entreprise va partir et l'objectif, c'est de réaliser ces travaux de juillet à décembre pour une mise en service fin 2023. On pose déjà la question d'autres pistes, parce qu'on a les parkings, effectivement, pour toutes les raisons qu'a expliqué Eric. Ça a quand même plein d'avantages d'installer aussi des ombrières sur les parkings. Alors, idéalement, c'est mieux de faire là aussi des ombrières doubles que des ombrières simples. Je crois que Chalon a été obligé de revoir un petit peu ses dispositions de parking. C'est quand même plus intéressant de faire l'ombrière double que de faire l'ombrière simple pour limiter un peu l'impact au niveau de la structure porteuse. En tout cas, on a une assez forte capacité on a refait une extension de parking l'année dernière de 200 places quasiment, donc 1500 places de parking, c'est intéressant. On est aussi en cours de réflexion avec l'INSI pour voir comment on pourrait aussi subvenir aux besoins des consommations électriques sur la partie du pôle logistique. Et puis, on a encore une réserve supplémentaire foncière de 3 hectares en prairie, mais on a un léger dévers orienté nord. Donc, à voir si entre une piste ou l'autre, quelle pourrait être la piste la plus intéressante. En tout cas, comme le disait en synthèse Eric, c'est vrai qu'il y a vraiment plein d'intérêt à se lancer dans des réflexions. Et puis aujourd'hui, là, on a d'autres. Il faut vraiment, on a quelques réflexions en cours sur d'autres projets de reconstruction là, en dehors du site principal, parce qu'on a aussi des sites annexes. Et la semaine dernière, j'ai été voir notamment une société là, qui reconstruit une EHPAD à peu près d'une centaine de lits. Les travaux ont commencé avec une livraison fin l'année prochaine. Tout de suite, sur le projet, ils intègrent des panneaux solaires sur le toit, aussi un système de géothermie. Donc, de toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut
il faut s'inscrire dans cette démarche-là. Et avec Ludovic Levray, on est en train de regarder aussi pour tenter des expérimentations. On a quelques logements aussi pour mettre des panneaux solaires. Voilà, essayer de viser le plus possible, toujours en autoconsommation. Mais je pense que de toute façon, on n'a pas le choix vu les enjeux et l'alourdissement des factures énergétiques. On a tous intérêt à aller dans ce sens-là. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation. Je reste à vos dispositions. Merci Sylvain. Affaire à suivre. Donc, en tout cas, pour ma part, on suivra, pour notre part, hein, pour le programme Reset, on suivra de près ce projet. Et puis, quand il sera sorti de terre, on pourra effectivement communiquer sur les réalisations. Et puis, un an après, effectivement, comme pour Eric, de faire un bilan. C'est effectivement intéressant. Merci Sylvain. Romain, je propose que tu interviennes avant que je prenne les questions-réponses. Il y en a eu 3-4. Si tu peux, juste en introduction de ce temps de questions-réponses, peut-être intervenir sur ces aspects réglementaires la semaine dernière, et puis éventuellement voilà, sur où on en est sur ces projets pour les établissements, notamment sur l'autoconso, le tiers investissement. Est-ce que toi, tu peux accompagner ou suivre au niveau du cabinet Indigo? Oui, alors peut-être déjà une réaction à chaud sur les présentations. Donc, merci aux deux intervenants. Là, c'était des exposés très intéressants et voilà, c'est toujours bien d'avoir l'œil du maître d'ouvrage sur les projets, la façon dont il les perçoit et voilà. Donc, c'est deux belles réalisations sur lesquelles vous étiez, je pense, assez précurseurs aussi il y a quelques années et aujourd'hui, voilà, c'est bien de partager pour donner aussi l'envie aux autres d'y aller. Alors, juste déjà un mot d'introduction. Voilà, c'est que on a eu deux exemples, mais il faut se dire que chaque site sur lequel on souhaite mettre du photovoltaïque va être spécifique, à la fois dans son environnement, dans son mode de consommation, et puis aussi dans sa temporalité, parce que la réglementation évolue très vite. Et voilà, il y a l'exemple des ombrières de stationnement avec l'appel d'offres à autoconsommation creux. C'est pas forcément un exemple qui sera reproductible aujourd'hui, voilà, qui était très intéressant dans son temps, mais voilà, je voulais juste redire que tous les projets ne pourront pas générer un gain aussi important, mais il y a eu l'opportunité à un moment et il faut savoir saisir ces opportunités à un instant pour pouvoir les concrétiser. Mais voilà, donc il y a cet aspect temporel, mais en tout cas, la tendance de fond qu'on a sur toutes les installations photovoltaïques aujourd'hui, ça va être l'autoconsommation. Et l'autoconsommation, elle est d'autant plus intéressante qu'elle est individuelle, comme vous l'avez fait sur vos projets, donc directement du site d'implantation sur l'établissement consommateur, et voire aujourd'hui collective, quoi. Il y a beaucoup d'initiatives qui se développent d'autoconsommation collective. Donc, mon collègue en a un petit peu parlé la semaine dernière, mais cette recherche d'autoconsommation collective est aussi intéressante d'un point de vue maîtrise des consommations, et je pense que c'est une étape encore supplémentaire dans les projets qu'il y a, même des établissements hospitaliers, etc., comme vous avez présenté, mais de voir si vos partenaires locaux peuvent aussi bénéficier de cette production et s'il peut y avoir des synergies entre les différents établissements. Ça, c'est une deuxième approche qui est intéressante. Et donc, l'autoconsommation, qu'elle soit individuelle ou collective, on a en dessous de 500 kW crête un tarif de rachat qui sécurise la revente de surplus. Et au-dessus de 500 kW crête, il y a effectivement des appels d'offres de la Creux qu'il faut savoir saisir au bon moment et puis voilà, se faire accompagner pour monter des dossiers là-dessus. Juste en termes d'actualité, donc sur la partie ombrière, donc effectivement, il y a un point qui est très important et qui a été rappelé par l'intervenant, c'est que l'ombrière, c'est avant tout un service, même pour les utilisateurs des parkings, qu'on apporte de l'ombre, une fonction au parc de stationnement, et que ça a quand même un certain coût, l'ombrière. Voilà, il y a un coût d'installation qui va être plus élevé que les installations au sol. Et donc, il y a des rentabilités qui sont un petit peu moins importantes sur la partie ombrière. On voit d'ailleurs que le seul loyer qui était proposé était
était assez faible et que c'était essentiellement sur le gain de TURP, donc le gain lié à l'autoconsommation, qui avait une certaine rentabilité qui se dégageait. Voilà. Donc les ombrières, donc il y a eu dans le cadre de la loi d'accélération énergétique la volonté d'engager pour les parcs de stationnement donc de plus de 1500 mètres carrés la nécessité de les équiper d'ombrières photovoltaïques à raison de 50% de leur surface. Donc on serait sur une échéance 2026 pour les grands parkings plus de 10 000 mètres carrés et donc 2028, donc 1er juillet 2028 pour les parkings de plus de 1500 mètres carrés. Donc on a cette échéance réglementaire qui va arriver pour les parkings, donc forcément voilà, il va y avoir beaucoup de demandes et je pense que ce contexte d'aide à faire émerger des projets va s'adapter aussi, hein, vu qu'il va y avoir beaucoup de demandes. Je pense qu'au fur et à mesure, les aides vont diminuer puisqu'on sera aussi sur une obligation réglementaire. Donc, je vous encourage peut-être à initier ces projets le plus tôt possible pour bénéficier, je pense, des meilleures conditions. Et donc, voilà, pour la partie sol, je voulais apporter juste un complément, c'est qu'il y a aussi une nouveauté depuis l'année dernière, c'est que les installations au sol donc déjà, les installations au sol, quoi qu'il arrive, ne bénéficient pas du tarif de rachat. Donc, il faut effectivement chercher à optimiser l'autoconsommation. Et donc, le projet est bien parti sur une autoconsommation totale. Sinon, après, on a toujours la possibilité de revendre la production à un agrégateur en dehors de tout contrat d'achat. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'aller vers cette autoconsommation totale. Les projets de moins de 1 méga peuvent éventuellement être dispensés d'une étude d'impact. Donc, sur demande auprès de l'autorisation administrative, on peut justifier qu'on est sur un site qui n'a pas un enjeu particulier. Et l'autorisation peut nous dispenser de réaliser une étude d'impact qui est parfois un petit peu longue et qui, pour le coup, a nécessité 1 an d'études au projet. Donc, on peut gagner du temps là-dessus. Et ces installations au sol de moins d'1 méga sont désormais soumises à déclaration préalable et non plus au permis de construire, ce qui permet de gagner aussi un peu de temps. Voilà. Ces installations au sol de 1 méga en autoconsommation, de moins d'1 méga en autoconsommation, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup parce qu'il y a pas mal de bâtiments qui ont des réserves foncières à côté. Voilà, 1 méga, c'est à peu près 1 hectare, quoi. Donc, des fois, on a la possibilité de le mettre et donc, c'est des installations qui se font de plus en plus et on a des prix d'installations au sol qui vont être plus intéressantes que sur ombrière, qui vont se rapprocher de ce qu'on trouve sur les bâtiments. Et donc, voilà, c'est des opportunités qui sont intéressantes. Donc, voilà. En conclusion, juste, je reviens à mon propos du début, mais voilà, chaque site est particulier et chaque contexte est particulier. Et l'étape, en fait, numéro 1, si vous avez une idée, voilà, c'est de lancer une étude de faisabilité pour regarder ce site au cas par cas et pouvoir vous donner le bon conseil sur la solution qui semble être la plus adaptée par rapport au site et puis par rapport au projet, quoi. Merci Romain pour ces précisions. Et puis, effectivement, ça rejoint aussi l'intérêt de passer par des études de faisabilité et de bénéficier du soutien de l'ADEME, hein, qui est à hauteur de 50%. Et les conditions étaient diffusées hier et puis pendant le webinaire de la semaine dernière. Vous pouvez retrouver tous ces éléments soit auprès de nous, l'équipe Reset, et puis aussi auprès de Bertrand Cordonnier. Je vais revenir du coup sur la forme aux questions. On reviendra, il y a des questions qui ont été posées par rapport à ton intervention, Romain. On reviendra aussi dessus, hein, sur les seuils de puissance, etc. Je reprends donc chronologiquement donc, en lien avec l'intervention d'Éric sur le financement participatif. Je ne sais pas si tu vois les questions, Éric. Oui, j'ai vu, j'étais regardé, ouais. Je te laisse du coup répondre par rapport à ces points-là, oui, sur ce dispositif qui a été mis en place pour le projet de l'hôpital. D'accord. En fait, je vois qui a monté le dossier. En fait, c'est Total Energy qui a monté le dossier. Il y a des sites
qui sont spécialisés là-dessus, qui sont là c'était le site Enerfip. En fait, vous tapez enerfip.fr ou EU, je ne sais pas. Enfin voilà. Donc, et en fait, c'est des sites qui s'occupent des financements participatifs de projets de transition énergétique. Voilà. Donc c'est un accord. On avait fait un webinaire. Pareil pour expliquer aux financeurs potentiels comment ça marchait. Et ça répond un peu à une autre question aussi que j'ai vue. Donc, en fait, ce que je vous avais dit, c'est que on a lancé à la date exacte, je ne l'ai plus en tête, mais c'était mi-2021. Le financement, ça a duré sur 3 mois, comme je vous avais expliqué, puisqu'on l'a ouvert progressivement en interne, enfin la ville et sa communauté de communes, et puis après les départements. Donc, et au bout de 3 mois, en fait, le financement, enfin l'argent était versé, et après, donc au bout de 4 ans, on retouche notre mise, et tous les ans, on touche les 5% sur la somme investie. Alors, 5%, c'est hors impôt, et en gros, ça revient à 4%, prélèvement compris, quoi. Voilà, donc, en gros, si on a mis 10 000, on touche 400 € par mois, et on touche les 10 000 € au bout des 4 ans, ils nous rendent les 10 000 € investis. Voilà, donc, c'est comme ça le système. Il y a différents sites, hein, et nous, c'était Enerfip qui a fait ça. Il faut savoir que c'est un sujet, quand on a dit qu'on l'ouvrait aux salariés, c'est un sujet que j'ai quand même présenté en CTE, et eux n'ont pas voulu que le salarié investisse plus de 5 000 €. Pardon. Ça, voilà. Bon, donc c'est un choix qui est resté, sachant qu'après, quand ça a été ouvert au Grand Chalon, si on voulait mettre 100 000, on mettait 100 000. Enfin, j'exagère évidemment, mais c'est pour montrer. Il y en a qui ne se sont pas privés de le faire quand ça a été ouvert au département limitrophe, comme je vous avais dit, pour que ça s'en aille en un quart d'heure, ils y sont allés. Voilà, donc je continue, David, si… Oui, c'est ça. Puis il y a une question d'ailleurs je ne sais pas si tu as vu, qui est tombée là à l'instant sur pourquoi pas le financement participatif sur 20 ans. Peut-être juste pour traiter cette question qui est en lien avec ce que tu viens de répondre. Là, on est sur une durée courte, donc 10 à 4 ans. On est plutôt sur Oui. un compte courant associé. Hein. On est sur un prêteur plutôt qu'un quelqu'un qui va prendre des parts dans une société. Je ne sais pas si tu veux apporter des éléments sur ces choix. Alors là, je sais pas répondre. Je sais pas. Ça, c'est un choix qui a été fait par Enerfip et Total Energy. Si vous regardez sur le site Enerfip, il y a énormément de projets de transition énergétique comme ça qui sont financés et qui proposent au fur et à mesure. Et ça reste quand même des durées courtes de financement, hein, qui sont sur des laps de temps de 4-5 ans. Je pense que sur 20 ans, il ne pourrait pas s'engager peut-être sur ces montants financiers à 4%. Il faut savoir ce que j'ai oublié de dire, mais je croyais avoir vu plus ou moins la question. C'est aussi le fait que Total Energy fasse un financement participatif, ça lui a permis de rajouter 1 € sur le montant garanti par la Creux. Hein, quand je vous ai dit c'était 93, à la limite, eux, ils ont 1 € de plus là-dessus. C'est-à-dire que pendant 20 ans, ils ont l'assurance qu'ils aient 1 € de plus sur leur mégawattheure. Voilà, donc, parce qu'on pourrait penser quand même, surtout au moment où on a fait, là, les emprunts ont un peu augmenté, mais au moment où on l'a fait, les emprunts étaient à 0,5, 0,8 maxi, quoi. Donc, des emprunts à 4%, je ne pense pas qu'ils soient sur 20 ans, ce n'est pas envisageable, quoi. Ça doit être certainement ce qui justifie des délais assez courts, quoi. Oui, là, on est sur une question de trésorerie et puis Oui, voilà, de visibilité à court terme pour des montants qui étaient largement au-dessus des montants des placements financiers, enfin, je veux dire, de base, quoi. Une obligation ne rapportait pas 5% par an à ce moment-là, quoi, parce que c'est l'équivalent d'une obligation, hein, c'est pas une action, c'est une obligation. Donc, on a quand même une garantie de retrouver son argent quand même, heureusement, parce que sinon, voilà, on peut nous reprocher… J'ajoute juste un complément. Le dernier appel d'offres creux sur l'autoconsommation, on n'a plus la notion de financement participatif bonifié. D'accord. En fait, il n'y a plus la bonification qui est liée au financement participatif. D'accord. Donc ça, on a toujours pour des projets
de revente totale au sol, mais en autoconsommation, sur l'appel d'offres autoconsommation en vigueur. On n'a pas cette… Ils n'ont pas remis ce bonus. majoration. Ouais. OK. Mais pour vente totale, oui. OK. Donc, ça dépend effectivement de la configuration et c'est un peu moins notre sujet finalement aujourd'hui. Oui. Pour les hôpitaux et le médico-social. Au niveau des bornes, et puis après on viendra sur la question de l'arrosage et de la récup d'eau. Au niveau Oui. des bornes, il y a une question de Ludovic sur les puissances installées. Est-ce que tu as en tête Oui, c'est du 7,4 kW. En fait, on est parti, déjà, bon, pas pour des raisons de coût, on a préféré, parce qu'en fait, les bornes, je ne vous l'ai pas dit, mais on l'a ouvert qu'à notre personnel. Hein, c'est un système de gestion qui est fait alors aussi par Total Energy, mais puisqu'en fait, c'est avec eux qu'on a les cartes d'essence, etc. Donc, eux ont aussi un service pour la gestion des bornes. Hein, donc, en fait, il n'y a que le personnel, on leur donne une carte. À cette carte, ils associent un compte bancaire. Et après, quand ils vont sur la borne, voilà. Donc on a mis un tarif préférentiel. On n'a pas, enfin, ma direction n'a pas voulu que ce soit gratuit. Et puis, il faut savoir que pour l'instant, quand même, c'est plutôt les gens qui ont assez d'argent, et en particulier nos médecins, qui y vont, quoi, hein, pour pouvoir avoir les moyens d'acheter une voiture électrique en seconde voiture, hein, souvent, puisque l'autonomie reste quand même un peu limitée. Donc, c'était faire profiter peut-être une classe et d'autres n'en profitaient pas. Donc, le choix était de le faire. Donc, c'est au tarif d'achat de l'électricité plus des frais de gestion. En gros, c'est pas en gros, on le facture 15 centimes le kilowattheure. Et voilà. Alors, pourquoi 7,4, ça semble bien peu pour l'instant? C'est parce qu'en fait, on n'impose pas à notre personnel, on ne peut pas dire aux soignants, vous branchez la bagnole et une fois qu'elle est chargée, vous venez la changer de place. Je veux dire, le soignant, une fois qu'il est dans le service, il reste et il ne bouge plus du service. Donc, voilà, s'il arrive, c'est majoritairement pour lui de voir 10-12 heures. Donc, l'idée, on recharge quand même une bonne partie, voire même la totalité de la batterie pendant le laps de temps où ils sont présents. Voilà, donc c'est pour ça qu'on avait choisi. La borne est moins chère et derrière, à l'utilisation, on n'a pas besoin d'avoir plus de puissance si on n'ouvre qu'à notre personnel, quoi. Bien. Concernant je pense qu'on fera quelque chose de dédié sur les bornes. Il y a pas mal de questions. Oui. Sur le puits, pour l'arrosage, du coup. Oui, alors l'arrosage, oui, évidemment, c'est une bonne question. En fait, le problème, c'est que ça coûte très cher de faire ça. C'est-à-dire que si ce n'est pas étudié à l'origine, il faut avoir tout un système de récupération d'eau et de stockage de l'eau. Maintenant, nous, ce qu'on a, c'est qu'on a un système de récupération des eaux de pluie sur les parkings avec des bassins hydrocarbures, enfin un séparateur d'hydrocarbures, etc. Donc, en fait, nous, l'eau retombe, donc est évidemment canalisée par des chéneaux, et retombe au pied des poteaux, de certains poteaux, et après s'évacue dans nos avaloirs et va dans les séparateurs à hydrocarbures, quoi, hein. C'est-à-dire qu'on a, à la limite, on salit un peu moins nos séparateurs à hydrocarbures, puisqu'ils nettoient moins le sol. Mais voilà, le système de récupération d'eau est une bonne idée, surtout étant donné les surfaces de toiture potentielles qu'on récupère, mais derrière, il faut que ce soit pensé bien en amont, et c'est un coût qui est très important, quoi. Et là, qui n'était pas envisageable sur notre projet, mais un petit peu comme d'autres choses, comme par exemple le comptage des places, si on le prévoit d'origine dans le projet, pourquoi pas, quoi. Ça fait partie effectivement des investissements envisageable, sachant que nous, comme je vous ai dit aussi tout à l'heure, quoi qu'il en soit de l'eau de pluie, on n'a plus d'espace vert, donc on n'a rien à arroser, en gros, hein. Dans notre cas, voilà, il fallait le remonter après, éventuellement dans nos chasses d'eau ou des trucs comme ça, mais bon, l'ARS n'est pas tout à fait d'accord avec ça, ou Oui. notre service d'hygiène non plus. Voilà, donc pour un hôpital, je ne sais pas, si vous avez des espaces verts, bien sûr, il faut le prévoir dans le projet, et après, en option, et on peut ou pas le prendre, quoi. Question donc, pour tous les deux. Concernant vous avez des toits plats, le même architecte, Oui. à peu près le même coup, voilà. Oui, on a le même Conception. archi, ouais. Et pourquoi pas des panneaux en toiture? Alors, Bon, je ne sais pas si Sylvain, tu c'est vrai, on connais s'est posé cette question-là, hein, quand on a vu Texol. La difficulté, c'est que à partir du moment où ce n'est pas intégré au projet,
c'est compliqué. Il faut aller refaire des massifs d'ancrage. Souvent, on a un isolant qui est pas forcément incompressible, donc on ne peut pas poser des éléments dessus. Donc puis après, il faut aller gruter tous les éléments, la structure porteuse, etc. Mais c'est vrai que c'est pour ça que dans un projet nouveau, il faut y penser, quoi. Il faut tout de suite intégrer des massifs supports. Pour tous ceux qui ont à mener des projets nouveaux, il faut au moins faire les massifs, même si derrière, la structure métallique, elle vient après, tous les supports de table viennent plus tard, mais au moins intégrer les massifs. Ça ne coûte rien à l'instant initial et c'est que du bénéfice par la suite. Et Ludovic Oui. précise que vous avez une législation aussi. Hein, donc, Oui, c'est ce que pas j'allais commode, dire. Ouais. Mais il faut voir aussi qu'en toiture, on a évidemment donc, on a la surface au sol, mais on a aussi des locaux techniques. On a beaucoup de locaux techniques en fait qui couvrent déjà, mais qui ne font pas des grandes surfaces. Et pour nous, on avait étudié aussi le sujet, mais en toiture, on n'avait pas cette surface, c'était compliqué. Il y avait les listations qui nous posaient évidemment des problèmes, puisque le point haut, c'est inévitablement les listations. Il faut que les panneaux soient inclinés pour avoir la meilleure orientation. Donc, ça dépassait les listations au moins. Donc, il y avait toute une zone où on ne pouvait rien faire. Il faut aussi voir ce qu'on fait de l'électricité, qu'on récupère des panneaux. Moi, comme je vous ai dit, comme c'était quand même une grosse puissance, on a une cellule haute tension dans le bâtiment énergie. Nous, si on récupérait, je vous ai montré très rapidement la vue du dessus de notre implantation, si on récupérait l'électricité et qu'il fallait le remettre au niveau de notre cellule haute tension dans le bâtiment énergie, c'était encore plus de linéaires de réseau, ce qui coûte très cher. En fait, qu'il fallait, là, ça a déjà coûté puisqu'il y avait à peu près 300 mètres à monter, mais là, il faut descendre dans le bâtiment, il faut retourner dans le bâtiment énergie. Donc, avec le peu de panneaux, c'était absolument pas rentable pour nous, quoi. Voilà, il faut quand même voir qu'en toiture, on peut avoir des locaux techniques. Et Sylvain, c'est le cas aussi pour toi, puisqu'on Oui, tout à fait. a Ouais. le même concepteur. Oui. Et voilà. Et dans ces cas-là, c'est pas vraiment possible. Oui, on a fait aussi, au nom d'une législation, on a fait une étude d'éblouissement aussi, même si on a bien sûr. 200 mètres de législation. Ouais. Voilà, et on est passé aussi par ça. Ouais, Et bien sûr. puis, et puis, on a des accidents en toiture. Enfin, on a des toiles de désenfumage. On a des extractions de Sorbonne sur les laboratoires. On a aussi des équipements en toiture qui font que c'est compliqué d'y installer des panneaux solaires tant qu'on n'a pas un horizon complètement dégagé. c'est un joint la remarque de Romain, donc chaque site a sa particularité. Oui, voilà, il faut faire des études. Favorable ou pas. Après, on y arrive à mettre les panneaux en toiture dans beaucoup de cas, mais c'est vrai qu'il y a des spécificités et on a aussi des fois des échecs. Et en plus, il y a un point complémentaire, je pense que je dirais, c'est que les étanchéités, par exemple, bicouches, vont avoir des durées de vie, par exemple, de 25-30 ans. Et donc, c'est dommage d'aller poser une installation qui est prévue pour durer 30 ans sur une étanchéité qui va déjà en avoir, par exemple, 10-15. Donc, c'est plutôt des travaux qui sont engagés conjointement avec des rénovations de toiture. Voilà. Pour des bâtiments existants, on essaie de synchroniser ça avec la rénovation des toitures. Et à ce moment-là, on peut éventuellement remplacer l'isolant, mettre l'étanchéité qui va bien. Et voilà, il y a cette analyse à faire bâtiment par bâtiment. Oui. Après aussi, quand on n'est pas tenu par les points hauts de l'hélicistation, on peut prévoir que les panneaux soient un peu plus hauts et qu'on puisse faire l'étanchéité dessous. C'est-à-dire que l'étanchéité, effectivement, il faut la remplacer normalement tous les 20 ans, mais on doit la réviser tous les ans quand même. Et à moins de faire des plots autour des supports des panneaux, il faut qu'on puisse intervenir dessous, quoi, hein. Donc, oui, maintenant, on a des systèmes qui sont posés sur c'est plutôt lesté sur les toitures. Voilà. Ouais, si c'est lesté, ouais. Donc, mais on ne peut plus réviser dessous, quoi. Donc, ça peut être des problèmes. Mais bon, après, c'est des projets à étudier et en faisabilité. Et puis voilà. Nous, on a la même conception avec Sylvain de bâtiment, donc c'est compliqué sur ce type de bâtiment, quoi. Voire pas rentable ou difficilement rentable. Je poursuis. Donc, il y a encore quelques questions qui sont peut-être plus pour Romain, plus générales sur les prix du mégawattheure en ombrière ou en sol, si tu as des ratios. Je pense que oui. Et puis, pareil, peut-être repréciser les 500 kW
hein, avec les obligations d'achat, tout ça que tu évoquais. Et puis la question des 1 mégawatts, on a aussi la question sur les ombrières de parking avec les parcelles non contiguës. Donc si tu peux, je ne sais pas si tu vois les questions, Romain, mais déjà sur la première par rapport à des les rachats de questions prix à 1000 mégawattheure. là, c'est ça. Alors, le prix en euros du mégawattheure produit par une ombrière par rapport aux centrales au sol. En fait, je vais prendre par rapport au… Alors, nous, on a fait des études de faisabilité sur des ombrières qui sont en revente totale. On arrive sur des… Donc, avec un tarif à un peu plus de 10 centimes. Et on est tout juste à l'équilibre, en fait. Hein, donc, c'est à peu près ce que ça coûte, en fait. Hein. Le prix d'électricité va être autour des 10 centimes. Donc 100 € le mégawattheure. Et au sol, aujourd'hui, quand il y a des appels d'offres creux qui sortent, on est plutôt autour des 70. On a un peu les différences. Ensuite, Sur les 500 kW, justement, et la creuse, ça les va… infos au-dessus du 500 kW. Alors, en fait, le tarif de rachat, en fait, en dessous de 500 kW crête, on a un tarif de rachat, donc aussi bien pour la vente de la totalité que pour la vente de surplus. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes en autoconsommation, si vous autoconsommez par exemple 80% de votre électricité, parce que par exemple le week-end, vous n'êtes pas présent, l'électricité qui est produite le week-end, elle peut être rachetée directement par EDF obligation d'achat à un prix qui est déterminé à l'avance et sécurisé sur 15 ans. Et donc, ça vous permet de sécuriser un petit peu votre installation en vous disant, même si je n'autoconsomme pas mon électricité, je revends le surplus et donc j'ai mon équilibre économique. Au-dessus de 500 kW crête, cette obligation n'existe pas. Donc, le surplus d'électricité, il faut chercher à le revendre, non plus par l'obligation d'achat, mais par exemple par un agrégateur d'électricité, un NFCOP, une autre entreprise. Et là, par contre, on n'a pas de garantie sur le long terme sur le prix de rachat de cette électricité. Donc, si ça représente 10% du productible, on peut prendre un risque sur le montant. Si ça représente 50% ou 60%, ça va être difficile de monter un projet avec un financement, par exemple, sur un tel taux d'incertitude. Voilà. Et donc, au-dessus de 500 kW crête, sinon, on a la possibilité de faire les appels d'offres creux et qui, eux, vont permettre de sécuriser aussi ce tarif de revente du surplus. Mais il y a une certaine complexité à le mettre en place parce que ça reste un concours quand même de projet et on n'a pas la garantie d'être sélectionné. Et le fait de proposer les deux, je rajoute quelque chose. Aussi, nous, on s'est posé la question. En fait, donc, être en autoconsommation, ça demande déjà de l'argent puisqu'il faut mettre une cellule et tout, mais le fait de le revendre, ça fait un investissement supplémentaire puisqu'il faut se raccorder sur la ligne RTE, quoi, enfin Enedis. Donc, et nous, ça représentait plus de 60 000 € supplémentaires puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand les groupes électrogènes fonctionnent, on coupe la production de photovoltaïque, on ne l'absorbe plus. Et donc, on s'est posé la question. Alors, voilà. Donc, pour l'instant, ça a été taillé par rapport, nous, on a fourni à Total Energy nos points 10, hein, c'est-à-dire nos consommations sur l'année tous les 10 minutes. Et le talon était bon, on consommait tout. Je pense que pour toi, Sylvain, ça doit être pareil. Après, si on est souvent à être obligé, c'est quand même un surcoût. Il faut effectivement pouvoir se faire racheter et derrière, il faut aussi payer le coût de raccordement aussi sur le réseau RTE, quoi. Tout à fait. Alors, en général, quand on dimensionne les installations en autoconsommation, on regarde justement aussi la taille du câble qui arrive sur le bâtiment. Et on essaye de faire en sorte de ne pas avoir besoin de renforcer ce raccordement qui représente des coûts importants, quoi. Typiquement, mettre une installation, des fois on a par exemple des gymnases qui vont rien consommer, qui vont être raccordés en 36 kg en tarif bleu, et si on envisage d'y mettre 100 ou 200 kg de puissance, il va falloir reprendre le raccordement. Et ça, il peut y avoir des frais qui sont importants. Donc, tout ça s'évalue au stade de la faisabilité. Oui, voilà, c'est sur les études, quoi.
Voilà. Et dernière Il reste, question, ouais, un voilà. projet de centrale au sol ne peut bénéficier de tarifs de rachat réglementés? Alors non, aujourd'hui, le tarif de rachat réglementé vaut sur les installations bâtiments, ombrières et hangars. On parle éventuellement d'un tarif de rachat pour les centrales au sol de moins de 1 méga, mais pour l'instant, on l'attend toujours. Donc, il n'y a pas de tarif au sol dessus. Le sol, si on veut avoir un tarif de rachat, c'est appel d'offres. Peut-être une toute dernière question sur les parkings, puisqu'il y en a une ou deux vers la fin, et puis on arrêtera là, puisqu'il est midi 31. Sur Alors, les ombrières, sur des surfaces de parking, sur, on va dire, l'établissement qui a plusieurs parkings, avec ouais. qui sont Alors, petits pour l'instant, parkings, en tu fait, vois. c'est Donc, tout nouveau, hein, cette obligation. Donc, on en est au stade de la loi et ça, c'est des précisions qui vont être apportées dans les textes à venir sur l'application, hein, de cette loi. Et c'est là qu'ils vont le faire, mais je pense que sur une parcelle, ça devrait être la taille totale du stationnement qui va être, qui va être retenu, quoi. Voilà. affaire à suivre, hein, du coup, Suivre sur les les parkings. possibilités de faire plusieurs projets de moins de 1 méga pour être dispensé de permis de travaux. Alors, bon, il y a des délais. Enfin, le saucissonnage comme ça, c'est toujours un peu délicat. Si vous espacez suffisamment vos projets, il y aura la possibilité de le faire. Mais globalement, vous risquez d'être perdant parce que vous allez mettre, par exemple, 6 ans à faire un projet de 3 mégas au lieu de 2 ans si vous aviez, si vous aviez fait tout d'un coup, quoi. Donc, c'est plutôt la limite des 1 méga watts, c'est plutôt quand on se pose la question, quand on a 1,2 ou 1,5 mégawatts sur des projets, on peut se poser la question de se plafonner pour gagner un peu de temps. Si on est au-delà, il vaut peut-être mieux le faire. Et pour ce qui est de la dispense d'études d'impact, quand vous allez avoir demandé une dispense d'études d'impact pour un projet de 1 méga, ils vont vous l'accorder, par exemple. Mais si vous venez un an après en redemandant une dispense, là, ils vont vous dire, bon, bah, attendez, finalement, en cumulé, on est sur 2 mégas. Donc voilà, ça dépend des services de l'État, mais il vaut mieux avoir cette vision globale des projets. Et le saucissonnage, ça reste de l'optimisation. Euh, voilà, qu'il faut manier avec précaution. Très bien. Bon, je ne sais pas s'il y a une toute dernière question. Ouais. Non, c'est bon. C'était plus normal. Très bien, c'est comme pour la code de la commande publique, quoi, hein, des choses plus ou moins tolérées. Euh, ok, bah, écoutez, merci à tous les trois. Merci et bravo pour vos projets. Bonne continuation aussi pour les autres projets, puisque là, on a évoqué le photovoltaïque, mais aussi bien Eric que Sylvain ont aussi d'autres projets d'économie d'énergie. Donc, ils seront peut-être amenés à intervenir sur d'autres sujets aussi, hein, puisque c'est très large, hein, la question de la transition énergétique et écologique. Donc, voilà. Et puis, merci Romain pour tous ces compléments, ces apports précieux. Euh, Merci aussi aux personnes qui ont participé à ce webinaire. Donc, on fera parvenir les supports dans la semaine. Et puis, bah, sinon, je vous souhaite un bon appétit